À cette commission d'enquête et je vous renouvelle nos excuses pour ce léger retard. Alors, mes chers collègues, nous poursuivons cet après-midi les auditions sur le thème de la critique du cinéma en recevant monsieur Serge Toubiana, écrivain, ancien directeur des Cahiers du cinéma, ancien directeur général de la Cinémathèque française et ancien président d'Unifrance. Bonjour monsieur. Madame Guillemette Odissino, chef de la rubrique cinéma de Télérama. Bonjour madame. Monsieur Marcos Uzal, rédacteur en chef des Cahiers du cinéma. Bonjour monsieur. Je vous remercie de participer aux travaux de notre commission d'enquête qui, comme vous le savez, cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le monde du cinéma et du spectacle vivant. On a le sentiment que pendant longtemps et encore assez récemment, la critique de cinéma a contribué à encenser les réalisateurs et certains acteurs problématiques, soit dans leur comportement, pour certains connus de tous, comme dans le cas de Gérard Depardieu, soit dans l'image que leurs œuvres véhiculaient des femmes, notamment de très jeunes femmes. Et on a eu un cas récemment avec le tango... mais comment c'est tango Dernier tango à Paris. Dernier, c'était l'adjectif qui me manquait. Dernier tango à Paris. Ces critiques très élogieuses ont construit des monstres sacrés, ce qui a constitué un obstacle quasi insurmontable à la libération de la parole. Certains magazines ont d'ailleurs fait, depuis MeToo, leur mea culpa, et je doute que de telles critiques puissent encore exister aujourd'hui. Néanmoins, nous souhaitions vous entendre sur ce point, comme sur la façon dont vous pouvez contribuer aujourd'hui à la libération de la parole. L'actualité de la Cinémathèque nous donnera également, évidemment, j'imagine, matière à débat. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges durant environ 1h15, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Je vous invite donc à allumer votre micro, à lever la main droite et à dire « je le jure » de manière successive. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Je vous laisse la parole pour un propos liminaire, si vous le souhaitez. Sinon, on passe directement aux questions. Je veux bien commencer, puisqu'il y a une partie de votre introduction qui, en fait, je sens concerne mon journal, puisqu'effectivement, ma rédactrice en chef, Valérie Hurier, a été sans doute d'ailleurs l'une des seules, si ce n'est la seule, à faire vraiment un texte en ouverture de Télérama au moment de toute la révélation sur l'affaire Godrèche-Jacot, pour dire à quel point Télérama regrettait d'avoir aveuglément soutenu l'œuvre de ce cinéaste, d'avoir beaucoup écrit de critiques élogieuses, y compris sur ses films. Alors, il y a certains de ces films qui ne concernent pas Judith Godrèche. Ça reste de toute façon le même cinéaste et le même homme dont on parle. Mais en tous les cas, nous avons regretté publiquement d'avoir soutenu et encensé certains films où il était clair qu'il y avait quand même un problème entre ce cinéaste et cette actrice, d'autant que, alors moi je n'étais pas dans ce journal à cette époque, et beaucoup de mes collègues n'y étaient pas non plus, mais à l'époque de l'écriture de certaines critiques, c'est vrai que le milieu du cinéma savait qu'ils étaient en couple, et alors la notion de en couple est ô combien discutable. Donc voilà, moi je suis quand même contente que mon hebdomadaire ait fait ce geste de dire que nous regrettions d'avoir été aveuglés. Évidemment que maintenant nous ne pouvons plus faire l'économie à chaque fois de faire très attention à ce que l'écran nous montre, mais aussi à ce que nous, en tant que journalistes, savons de l'intimité de certaines personnes pour parler de leur œuvre. Voilà. Merci, Monsieur Toubiana. Est-ce que vous pouvez éteindre votre micro? Oui, pardon, ça va être un... Oui, c'est des micros politiques. Je voudrais d'abord, en préliminaire, dire que j'ai été pendant longtemps critique de cinéma. J'ai commencé à écrire très jeune au Cahiers du cinéma, puisque c'est la revue que dirige actuellement Marcos Uzal. J'ai quitté les Cahiers du cinéma en 2000, donc il y a 24 ans, pour faire autre chose. D'abord, j'ai
été appelé par Marine Karmitz, le président d'MK2, pour l'aider à promouvoir le catalogue des films de François Truffaut qu'il venait d'acquérir. J'ai fait des DVD absolument bon. Et puis j'ai été appelé à diriger la Cinémathèque française à partir de 2003 jusqu'à février 2016. Et puis j'ai été élu président d'Unifrance en juin 2017 jusqu'à juin 2023. Donc mon passé critique est évidemment très important puisque c'est ce qui m'a formé. Et quand je suis arrivé au Cahier du cinéma, je voudrais le dire très vite parce que d'abord la critique était à 90% masculine. Le cinéma français était à 95% masculin. Et que j'ai été témoin en tant qu'à la fois journaliste, critique, mais aussi citoyen, de l'évolution lente mais sûre vers, non pas la parité, mais plus de représentativité des femmes dans tous les métiers du cinéma et dans celui de la réalisation des films. Dans la critique aussi, et c'est pour moi lié au développement des études universitaires sur le cinéma qui a fait que beaucoup plus de jeunes femmes sont devenues critiques de cinéma, y compris au Cahier du cinéma. Mais quand je suis entré au Cahier du cinéma, il y avait une femme critique. Une femme critique. Elle s'appelle toujours Sylvie Pierre. Je lui rends hommage en donnant son nom. Et c'est vraiment, j'ai vu peu à peu, sous l'influence des études universitaires, des jeunes femmes entrer dans la critique au Cahier du cinéma, parce que beaucoup voulaient entrer au Cahier du cinéma, parce que cette revue avait un prestige lié aux années 50-60. C'est la revue d'où est sortie la Nouvelle Vague, et la Nouvelle Vague avait et a encore beaucoup de prestige. Et la Nouvelle Vague est essentiellement masculine, vous le savez, si l'on met à part Agnès Varda, qui était une amie, une cousine, une voisine de la Nouvelle Vague. Bon. Donc moi, je viens de cette époque-là. Je suis entré au Cahier du cinéma très jeune, et j'ai vu peu à peu, j'ai fait rentrer beaucoup de jeunes femmes critiques, parce que ça me semblait non seulement normal, mais parce qu'elles avaient du talent. Voilà. Bon. À cette époque-là, on comptait sur les doigts des deux mains les réalisatrices de cinéma en France. Il y en avait 10 maximum. Et Agnès Varda était la plus connue. Il y avait Nelly Kaplan, il y avait Liliane de Kermadec, il y avait quelques-unes. Il y avait une cinéaste qu'on a beaucoup soutenue au Cahier du cinéma, qui était Chantal Akerman, bien qu'elle soit belge. Donc cette évolution, elle a été une évolution lente, mais sûre. Et puis est arrivée, au milieu des années 80, la génération Fémis. La Fémis a, entre guillemets, produit des jeunes réalisatrices très talentueuses. L'une est disparue il y a l'été 2023. Elle s'appelait Sophie Filière. J'ai eu la chance de la connaître et d'être son amie. Elle avait un talent fou. Son dernier film, qu'elle n'a pas pu monter, qu'elle a tout juste terminé de réaliser, est sorti, Ma vie, ma gueule, il y a quelques semaines, quelques mois, sur les écrans. Voilà. Donc cette évolution, j'en étais le témoin. C'est une évolution lente, mais sûre. Toutes les professions se sont peu à peu féminisées. Et ça a fait du bien au cinéma. Ça a fait du bien au cinéma français, de même que la critique s'est féminisée, et ça fait du bien à la critique. Pour répondre à votre question, la revue que j'ai eu la chance et l'honneur de diriger était une revue critique. C'est-à-dire que ce que nous appréhendions, c'était et ce sont aujourd'hui encore les œuvres. Quand on a vu La Désenchantée, pour parler de ce film, je vous ai apporté, voilà, on a mis cette photo en couverture. C'est un plan du film. On voit Judith Godrèche, personnage et actrice du film. Voilà ce que j'ai écrit à l'époque. Je vous le lis, c'est très rapide. Je ne veux pas vous lire tout l'éditorial, mais le beau visage qui illustre ce mois-ci la couverture des cahiers, c'est celui de Judith Godrèche. Voilà une jeune comédienne dont on n'a pas fini d'entendre parler. On se souvient qu'elle jouait Juliette, cette jeune fille de 15 ans dans le film de Doyon.
Elle y était l'objet privilégié du regard du metteur en scène acteur, Doyon lui-même, mais un objet toujours fuyant, refusant d'être prisonnière du plan, le mot est ici employé dans les deux sens du terme, établi par le cinéaste. Avec La Désenchantée, Judith Godrèche confirme qu'elle est une comédienne totalement insolite. Son apparition d'adolescente fait penser à celle de Sandrine Bonner il y a 7 ans dans À nos amours. Qu'elle est aussi l'une des plus douées du cinéma actuel. Après, je continue, peu importe. C'est pour vous dire que quand je vois La Désenchantée, moi, critique de cinéma et rédacteur en chef des cahiers, je vois le film. Je ne sais pas, je ne peux pas connaître, nous ne pouvions pas connaître les relations intimes entre un metteur en scène, son actrice. Que ce soit Benoît Jacquot et Judith Godrèche, Jacques Doyon et les femmes de sa vie, il y en a plusieurs, je crois. Voilà, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des journalistes people, nous n'étions pas des journalistes people, nous étions des critiques de cinéma. Et la revue Les Cahiers du cinéma, si on peut la caractériser, et elle est encore, à mon avis, caractérisable, c'est une revue de réflexion sur les œuvres. Ok. Pareil pour le film de Bernardo Bertolucci. On va vous interroger là-dessus. Nous allons vous interroger là-dessus. Voilà ce que je voulais dire en préambule pour situer la position dans laquelle j'étais il y a 30, 35, 40 ans, et j'en passe. Merci, monsieur. Monsieur Uzal. Oui, peut-être d'abord, je voulais rappeler que les Cahiers du cinéma, c'est pas une institution, hein, c'est une revue, donc on est porteur d'une histoire, on est fidèle à cette histoire d'un certain point, mais on n'est pas responsable de toute cette histoire. Et d'ailleurs, pour moi, c'est une des beautés des Cahiers du cinéma, c'est que c'est une revue qui n'a jamais été imperméable à l'époque, au mouvement politique, au changement de regard. Il y a d'ailleurs eu des périodes très radicales, plus ou moins radicales, mais c'est une des forces de cette revue, je pense, de ne jamais être cynique par rapport à l'époque. Quand Judith Godrèche a fait ses révélations, nous avons aussi publié quelque chose qui est un communiqué en ligne qui s'appelle La critique en question, que j'ai co-signé avec Judith Petit-Fût, la directrice générale de la revue. Ça n'a pas été compliqué de décider de le faire, puisque ça prolonge quelque chose une réflexion qui était déjà en germe dans la revue, enfin depuis que j'en suis rédacteur en chef, puisque j'ai eu, quand je suis arrivé dans la revue en mai 2020, j'ai eu à cœur de composer un comité de rédaction, de réunir un comité de rédaction paritaire. Et c'était pas simple parce que effectivement, il y a encore aujourd'hui, il y a moins de critiques femmes que de critiques hommes, et beaucoup de ces critiques femmes qui écrivent aujourd'hui dans la revue viennent de l'université et ont commencé à passer à la critique dans la revue. Donc c'est un vrai travail essentiel dans cette idée que notre travail, effectivement, c'est de regarder les œuvres et que dans une revue doivent s'exprimer une multiplicité de regards en termes de genre, en termes de génération. Il était absolument essentiel pour moi que le comité soit paritaire. Ce que dit ce communiqué que nous avions publié, c'est que par rapport aux œuvres, au fait que notre objet, effectivement, ce sont les œuvres en tant que critique. Nous ne sommes pas des journalistes d'investigation. C'est prendre acte, puisque les cahiers du cinéma et la critique ont été pris à partie, notamment par Judith Godrèche, prendre acte du fait que oui, on ne peut pas aujourd'hui regarder des œuvres comme si, en ne voyant que la sublimation, sans tenir compte des conditions de tournage ou des conditions ou des rapports que pouvait entretenir, par exemple, un réalisateur avec une actrice. Et au fond, c'est quelque chose qui est lié à la pensée des cahiers, puisque Jacques Rivette disait que chaque film était un documentaire sur son propre tournage. Donc cette idée que le cinéma, de toute façon, les films ne sont pas des objets clos. La beauté du cinéma, c'est qu'il est traversé par ses conditions de tournage. Et donc je pense que moins que l'auteur, parce que ça on peut en parler, la sacralisation de l'auteur ou le culte de l'auteur qui est aujourd'hui pointé du doigt, et qui est une vraie question, mais je pense qu'en termes de sacralisation, la critique n'est pas la seule responsable. S'il y a des responsables à cette chose qui est la sacralisation de l'auteur, enfin je veux dire les auteurs sont célébrés, les cinéastes sont célébrés, et les acteurs ont été célébrés par, que je sache, Depardieu, pas simplement par la critique, enfin c'était une star en France, et ce serait quand même étrange de dire que seule la critique a contribué à le sacraliser.
Mais donc l'idée, c'est de dire, oui, que ce qui a été sacralisé, pardon, je reprends le fil, ce qui a été sacralisé, c'est peut-être l'idéalisation d'un geste, qui est le rapport du réalisateur avec l'actrice, sous le modèle, sous l'exemple du modèle, du peintre et de son modèle, ou l'idée de la muse, par exemple. Donc peut-être que ça a donné des très belles choses dans l'histoire du cinéma, le rapport entre Joseph Van Sternberg et Marlène Dietrich, par exemple, ou Godard regardant Anna Karina, me semble-t-il, mais aussi des choses terribles. Il y avait sous le rapport entre un réalisateur et son actrice, la manière dont il la regardait, dont il la manipulait, quelque chose dont la critique n'a vu que, d'une certaine manière, la sublimation. On a idéalisé ce geste. Et donc je crois que c'est ça aussi que révélait Judith Godrèche en disant, vous qui avez tant célébré La Désenchantée ou La fille de 15 ans, vous n'avez pas vu que sur l'écran, parce que c'est là où ça nous concerne, nous qui regardons les films, sur l'écran, il y avait une horreur qui se passait. Et je pense que je n'ai pas revu ces films, notamment La fille de 15 ans, je serais curieux de le revoir et très gêné sans doute de le revoir aujourd'hui. Et donc c'est là où nos regards changent. Je crois que sur ce point précis de comment un réalisateur regarde son actrice, la critique, oui, a été dans une forme d'idéalisation. C'est ça qu'on voulait dire dans ce communiqué. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des enquêtes ou se renseigner à chaque fois sur quel est le rapport ou ce qui s'est passé sur le plateau précisément. Mais c'est peut-être être attentif et même peut-être ne plus supporter un type de regard porté sur les actrices. Merci pour ces propos liminaires. Je pointe pour ma part le fait que dire déjà le réalisateur et son actrice a quelque chose déjà qui ne pose pas la relation au bon endroit. Moi, je voudrais vous poser la question à Chantam directement, mais en fait, vous êtes évidemment des gens extrêmement importants. Alors, j'entends que vous n'êtes pas les seuls, et c'est pour ça que d'ailleurs notre commission d'enquête ne se résume pas à votre audition et que nous essayons d'auditionner l'ensemble du monde du cinéma. Mais ceci dit, évidemment, vous êtes parmi les maillons essentiels de ce système. Et dans la valorisation d'une œuvre, alors on reviendra, j'imagine, sur les films de Doyon, de Jacot, etc. Mais là, par exemple, très récemment, il y a eu l'affaire de Pardieu qui a sauté aux yeux de tout le monde, et il y a eu un soutien du monde du cinéma à Gérard Depardieu. Un soutien fort, un soutien écrit, un soutien public. Et il n'y a pas eu un mot, à ma connaissance, pour les personnes qui l'ont accusé, qui ont pris la parole. Il n'y a pas eu un mot pour Charlotte. Et en fait, la question, c'est pourquoi il y a eu ce réflexe de soutien à Gérard Depardieu? Pourquoi il n'y a pas eu juste le temps de l'écoute des paroles de ces femmes? Juste le temps de l'écoute, le temps du respect. Si je peux me permettre, ce soutien dont vous parlez n'a pas été un soutien dans la presse. Donc ça nous concerne, là pour le coup, peu. Ça a été un soutien un certain nombre de personnalités du cinéma français, dont on ne pouvait pas dire qu'ils étaient tout jeunes. Donc là aussi, on peut parler d'une certaine génération, cette expression qu'on met un peu à toutes les sauces, mais en tous les cas, c'est cette espèce de liste un peu étrange de signataires, dont certains se sont même après retirés de la liste parce qu'ils se sont rendus compte à quel point c'était ridicule d'avoir signé ce soutien, etc. En revanche, la presse n'a évidemment pas pris la défense de Gérard Depardieu. Quant à on a, en tout cas pour ma part, enfin pour notre part à Télérama, nous avons vraiment à chaque fois repris toutes les accusations. Nous avons fait des papiers qui à chaque fois résumaient la parole des victimes et la parole de celles qui avaient parlé contre Gérard Depardieu. Donc là, franchement. Pardon, ma question s'adressait davantage à M. Toubiana, c'est Charlotte Arnoux, pardon, excusez-moi pour... J'allais vous répondre en premier. Monsieur Toubiana. Bon, parce que moi j'ai signé cette pétition, peut-être trop vite, mais
je ne suis pas dédié, parce que je trouve ça encore pire de se dédier une fois qu'on l'a fait. Ben, enfin, donc j'assume, si vous voulez. Moi, ce qui me choque beaucoup aussi, je vais vous répondre très franchement, c'est un peu le veau d'or, quoi. C'est-à-dire, Depardieu, il a été encensé pendant des décennies comme un immense acteur, ce qu'il est, et ce qu'il a été pour moi, un très grand acteur, le plus grand sans doute du cinéma français. Et puis, tout d'un coup, voilà, comme un animal à terre, voilà. Bon, moi, ce que je crois aussi beaucoup, Madame la Présidente, c'est que, parce que mon éducation a fait que je pense comme ça aujourd'hui, et j'ai toujours pensé comme ça, c'est que la justice fait son travail, elle va le faire, elle a commencé à le faire, il passe en jugement, je crois qu'il ne s'est pas présenté récemment lors de la journée où il devait être au tribunal, mais il sera contraint d'y venir, et la justice fera la part des choses, hein, et j'ai toujours confiance dans la justice de notre pays, la France. Après, je vais vous dire une chose. Depardieu, j'ai même réalisé un film, pas réalisé, mais été l'auteur d'un film sur lui il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans. J'ai été quelquefois sur des tournages avec, par exemple, un très beau film de Maurice Pialat, Sous le soleil de Satan. J'étais vraiment curieux de voir comment Maurice Pialat travaillait, comment Depardieu et Pialat travaillaient ensemble. C'était... Je parle en tant que témoin extérieur, je ne suis pas dans l'équipe du film, mais j'ai vu Depardieu, comment il... C'était quand vous avez employé le mot monstre, oui, monstre sacré, c'est-à-dire il enveloppait le tournage, quoi. C'était assez physiquement impressionnant. Une grande complicité avec Pialat, ça rigolait beaucoup. C'était pas toujours très, comment dire, c'était un peu parfois malaisant, cette complicité entre hommes. Voilà. Mais je ne sais rien de ces pratiques. Alors, il y a plein de témoignages qui vont dans le sens qu'il mettait la main ici ou là, et c'était indécent pour les victimes, hommes ou femmes d'ailleurs. Mais moi, je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas juge, voilà. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. J'aimerais revenir un peu sur l'histoire des cahiers du cinéma. Vous l'avez pas dit, mais l'histoire des cahiers, et vous le savez mieux que moi évidemment, mais l'histoire des cahiers est particulière, puisque les premiers auteurs des cahiers ont été... Godard, Truffaut, Romer, Jacques Rivette, Claude Chabrol. Donc, la famille. Et vous l'avez même dit dans vos propos, c'est une amie, c'était ma cousine, c'est une famille. Donc, on sent quand même quelque chose qui est de l'ordre d'un entre-soi, qui fait les critiques, qui met en avant des films, ou qui en détruit certains. Parce qu'à l'époque, avoir une critique mauvaise des cahiers du cinéma, ça pouvait être la mort professionnel d'un réalisateur. J'ai entendu, et vous l'avez dit, vous aviez une vision, une appréhension sur le geste cinématographique, sur ce qu'est l'esthétique d'un film, sa construction, son montage, son rapport à la musique, bon, tout ça. Mais j'ai une question qui m'a toujours surprise, sur ce monde du cinéma qui se dit être le 7e art. L'art, c'est le reflet d'une société. Et à un moment donné, elle doit aussi aller quelque part sur le terrain au-delà de l'écran et traverser l'écran pour aller voir comment est le film. Pourquoi vous ne l'avez jamais fait? Et moi, je fais le parallèle avec tout simplement l'histoire et l'historiographie dans notre pays. Pendant très longtemps, on a fait de l'histoire, c'était des dates, c'était des faits, et quelque part, on se maintenait à ça. Et puis, il y a eu Marc Bloch, l'école des annales, et ils ont décidé d'aller sur le terrain, de faire de l'enquête historique, alors avec toutes ses particularités, mais pour sortir du théorique. Et pourquoi? Alors, je mets à part évidemment Télérama. Je mets à part Télérama, mais pourquoi vous êtes... Mais ça peut être un choix que vous assumez, je crois que vous l'assumez en plus, d'être resté sur
cette vision esthétique des films, sur cette vision de l'auteur peut-être à votre détriment, vous avez quand même rendu tout puissant, l'auteur, le réalisateur, et on nous a rappelé hier qu'avant 1957, l'auteur d'un film, c'était collectif. Ce n'était pas uniquement le réalisateur. Aujourd'hui, l'auteur d'un film, on demande à n'importe quel Français qui est l'auteur d'un film, il va vous dire le réalisateur. Donc, comment vous avez soutenu ça et pourquoi n'avez-vous jamais vu à un moment donné, et je le dis modestement, hein, pourquoi n'avez-vous jamais vu à un moment donné qu'il fallait peut-être traverser l'écran et aller voir sur comment étaient faits les films, quelle était la sociologie du cinéma, quels étaient les rapports de pouvoir, comment étaient construits les films. Parce que dans les cahiers du cinéma, je peux vous le dire, j'ai dû être abonné quand j'étais étudiant en première année d'histoire, donc j'ai lu les cahiers. Et j'ai pas le souvenir d'avoir vu la déconstruction d'un film, comment il a été tourné, les conditions de tournage, son modèle économique, etc., etc. C'est une question ouverte, mais c'est une question importante parce que je crois qu'elle explique en partie ce culte de l'auteur qui est omniprésent dans notre cinéma français et qui est sans doute un des responsables, pas uniquement, mais un des responsables de ces dysfonctionnements. Je réponds, et après Marco Suzanne, moi je réponds sur ma période qui est donc le XXe siècle. Hein. Je suis très loin d'aujourd'hui parce que je ne suis plus critique du cinéma. Mais je sais que quand je suis rentré au Cahier du cinéma, j'avais un mentor qui était Serge Danet, qui était un grand critique, qui m'a beaucoup appris. J'ai vraiment eu la chance de le côtoyer et puis d'être son second, si vous voulez, pendant les années 74, 75, 76. J'ai appris à ses côtés. Et puis, je suis pas. Votre analyse me semble un peu, disons, partielle, parce que cette nouvelle vague dont on parle, quand elle est née, c'était une bande. C'était une bande. Ils s'étaient connus à la Cinémathèque. Comment ? Une bande. Ils étaient en bande. Et vous savez une chose, parce que je les ai tous rencontrés, tous interviewés, j'ai vraiment une familiarité avec François Truffaut, sur qui j'ai écrit une biographie, des films, etc. Et surtout, j'ai eu la chance de le connaître. J'ai bien connu tous ces cinéastes dont vous avez cité les noms. En fait, ils n'avaient entre eux de relations que à travers la cinéphilie et la passion du cinéma. Ils ne se fréquentaient pas, personne ne savait qui vivait avec qui, etc. C'était très littéraire comme relation, très littéraire. Théorique. Oui, théorique. Mais ils avaient inventé ce concept de politique des auteurs dans les années 50, avant de devenir cinéaste. Et politique des auteurs, ça ne veut pas dire l'auteur est le dieu sur Terre, ça veut dire que le véritable auteur d'un film, ce n'est pas le producteur et ce n'est pas le scénariste. C'est celui qui fait la mise en scène. Ce point, c'est tout. Je ne vais pas aller plus loin parce que ce n'est pas notre sujet du tout. Après... Oui, on ne rentre pas dans la critique du cinéma, on voudrait là, centrer vraiment sur le regard que la critique porte sur le cinéma. Après, la critique, si vous relisez les textes de François Truffaut aujourd'hui, qui sont republiés voilà, en volume, etc., aussi bien dans les cahiers du cinéma que dans Art et Spectacle, l'hebdomadaire, un peu à droite d'ailleurs, très très réactionnaire, dans lequel il écrivait tous les mercredis, vous verrez que ça tient le coup. C'est-à-dire que c'est une critique très vivante. Quand ils défendent Brigitte Bardot, quand ils défendent Vadim, c'est très vivant. C'est très, comment dire, c'est très anti-académique. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire de la nouvelle vague, de cette période critique. Merci. Et je sais que moi, jeune critique, on a lu ces textes et on admirait ces textes. Ok, merci Monsieur Toubiana, Monsieur Uzal. Oui, d'abord par rapport à l'histoire des cahiers du cinéma, je pense qu'il faudrait quand même beaucoup plus nuancer votre analyse, parce que les cahiers du cinéma ont parlé de production, il y a eu des dossiers sur la production dès les années 50. Les cahiers du cinéma se sont intéressés à la télévision et à ce qui se passait à la télévision, ce qui se jouait à la télévision, à une époque où personne ne s'intéressait à ça. Donc il y a un peu cette idée d'esthètes enfermés dans leur tour d'ivoire. Je pense que ça n'a jamais été le cas au cahier. On leur a même plutôt parfois reproché le contraire, d'être une revue très idéologique ou une revue justement teintant trop l'analyse de films, de politique. Il y a même un dossier, alors je n'ai pas le numéro exact, mais je pourrais vous le montrer, qui est assez intéressant aujourd'hui, qui est terriblement vieilli, mais de la fin des années 50, sur la question de la misogynie au cinéma, dans la représentation. C'est totalement d'une autre époque, mais se posait la question, André Bazin,
se posait la question dans ce texte de la représentation misogyne d'Hollywood. Donc des questions comme ça se sont posées au cahier du cinéma tout le temps. Et ça n'est pas comment dire, d'être formaliste, c'est-à-dire de considérer que le cinéma est un art et que ce qui fait sa force passe par la forme, n'est pas du tout... c'est pas apolitique, c'est ce que je veux dire. C'est peut-être ça à quoi ont tenu les cahiers. C'est la phrase de Godard, non pas des films politiques, mais faire politiquement des films. Dans la manière dont on les réalise, il y a quelque chose de politique même. Et que même, on a pu reprocher aussi aux cahiers d'être une revue trop moralisatrice dans ce sens-là. Quand Jacques Rivette fait un célèbre texte qui s'appelle « De l'abjection », parce que Pontecorvo fait un travelling avant dans un camp de concentration et que Jacques Rivette dit que c'est abject de filmer ça comme ça, vous voyez que la forme a quelque chose à voir avec la politique. Et que c'est pas juste une sorte d'esthétisme creux. Par ailleurs, sur le pouvoir aussi, je voulais dire une chose, c'est que vous avez dit qu'avant 1957, le cinéma était collectif. Je pense que là, il y a toujours eu des abus de pouvoir au cinéma, toujours eu. Et y compris à Hollywood, on connaît des metteurs en scène tyranniques dans les années 20, dans les années 30, des producteurs absolument tyranniques. Donc l'idée, malheureusement, les aventures réellement collectives dans le cinéma n'ont pas été si fréquentes. Et donc effectivement, il y a toujours une forme de pouvoir et donc d'abus de pouvoir, de hiérarchie très forte dans les milieux du cinéma. Et donc, je pense tout d'un coup la politique des auteurs ou le fait de s'intéresser au réalisateur, qui était de dire que le réalisateur est l'auteur d'un film, qui était effectivement une question esthétique, c'est-à-dire que c'était de dire c'est la mise en scène qui fait un film et pas sa production ou son scénario, n'est pas dans un premier temps l'idée de donner un pouvoir, de transvaser un pouvoir, le pouvoir du producteur dans le metteur en scène. Bien sûr, ce que vous décrivez, c'est une conséquence de ça, en particulier en France, et c'est d'ailleurs pas un hasard si MeToo en France concerne des réalisateurs et aux États-Unis plutôt des producteurs. Donc effectivement, ça a à voir avec quelque chose, un pouvoir du réalisateur dans le cinéma français, très particulier, qui est une sorte de glissement avec le temps, et ça j'en conviens. Mais disons, il y a toujours eu des pouvoirs et des abus de pouvoir, voilà aussi. Ok, merci. Sur les abus de pouvoir, en fait, ce que disait monsieur le rapporteur, et je pense que c'est quand même très important de l'entendre, c'est qu'à partir du moment où vous créez comme ça les conditions d'un pouvoir autour du fait qu'il y a du génie créatif chez quelqu'un et que seul compte ce génie créatif ou qu'il est au-dessus du reste, eh bien évidemment vous créez les conditions pour que tout ce qu'il puisse faire à côté soit silencié ou minimisé ou passé sous silence. Et ça, je voudrais quand même, mais je sais que les choses sont en train de bouger, mais quand je vous entends, monsieur Toubiana, et pardon de revenir vers vous, mais sur Gérard Depardieu, j'entends que vous ne saviez pas, mais j'entends aussi que vous ne saviez pas, du coup. Vous ne saviez pas. Et pour autant, vous avez tout de suite pris le chemin d'aller sauver ce génie créateur. Et en fait, c'est ça, c'est quand même ça le chemin qui crée l'impunité. Parce que nous nous posons beaucoup la question dans cette commission d'enquête de savoir comment se fait-il que les femmes soient à ce point-là exposées à des violences. Hier, nous avions 5 actrices de grand nom qui étaient à la table, et peut-être 6 même, de cette commission, et qui nous ont raconté un continuum de violence, mais de manière vraiment très importante dans leur carrière, continue jusqu'à ces dernières semaines avant l'audition, alors même qu'elles ont un pouvoir dans le cinéma français réel. Et en fait, comment se fait-il que ça soit à ce point-là toléré et que à ce point-là, nous n'interrogions pas les personnes qui commettent ces violences ou le système qui les permet? Et c'est cela, en fait, la question qui vous est posée aujourd'hui. Mais je vous voyez Madame Odissino lever le doigt. Et en effet, Télérama, de ce point de vue, a fait un chemin. Je trouve que nous avons fait un chemin, mais cette notion du pouvoir qui quand même arrive de très loin, mais arrive effectivement de cette politique des auteurs, mais qui a été dévoyée. C'est-à-dire que cette notion de politique des auteurs et de puissance du réalisateur sur un plateau, ça c'est devenu pour certains
des excuses à l'emprise, mais c'est surtout en fait le fait que ça crée, et ça continue, puisque vous le dites là à l'instant, d'après les témoignages que vous avez reçus tout récemment, ça continue à créer des omertas sur les plateaux en fait, parce que en fait un plateau, parce que là on parle de la critique, mais ce qu'on sait nous en tant que critique, c'est qu'un plateau c'est un univers très fermé, c'est une bulle qui fonctionne de manière très hiérarchique, où il faut aller vite, ou parce que c'est une question de fric et donc il ne faut pas perdre de temps, etc. Donc à un moment, il y a une hiérarchie à laquelle il faut obéir, et tout en haut de la pyramide, ce n'est pas le producteur, sauf quand de temps en temps, il arrive à avoir une certaine poigne sur son cinéaste, mais c'est le cinéaste qui commande. Ou, exceptionnellement, l'énorme star, le monstre sacré, qui fait en sorte que ce film est puissant. À partir de là, une fois qu'on a désigné la personne qui a le pouvoir, celle-ci, elle peut faire, en tout cas, elle peut commettre des abus ou avoir des gestes ou des paroles déplacées. Le reste de l'équipe n'interviendra pas. Mais on peut pas, enfin, bien sûr que c'est ou de la lâcheté ou une omerta qui est absolument incroyable, etc. Mais c'est parce que c'est un système, en fait, de silence. Parce qu'à un moment, il faut que le film naisse, que le film se termine. Et voilà. Et qu'il ait de bonnes critiques. Il y a eu des abus sur des films très mauvais. On n'a pas enfin, ça ne devient pas une condition d'avoir fait des abus pour avoir des bonnes critiques, quand même. Hein, comment dire ? Non, c'est pas ce que tu dis. Mais donc, en fait, cette omerta, elle vient de là. Qu'il y a des monstres sacrés, effectivement, qu'il y a des cinéastes dont on ne peut pas interroger le comportement parce qu'il y a toute une équipe qui repose sur lui. Le chef opérateur a été choisi par lui, la chef costumière a été choisie par lui, le reste du casting a été choisi par lui. Il est celui qui a choisi tout le monde. Donc c'est ça qui est compliqué. Voilà. Après, on viendra sur et c'est ça, et c'est pour ça que tout ce qu'on parle de coach d'intimité, on parle de gens qui devraient être présents sur les plateaux, etc. Parce qu'en fait, s'il y a vraiment quelqu'un qui est extérieur au plateau, extérieur à ce système de pouvoir, et qui, lui, il peut être témoin. Il n'est pas dépositaire, enfin, il n'obéit pas au pouvoir du cinéaste, et il peut donc, lui, en fait, servir de témoin vraiment objectif. Monsieur Pourria, Mircea. Mesdames, Messieurs, donc bonjour. On peut, en tout cas c'est mon cas, apprécier le cinéma d'auteur ou d'autrice et considérer que la critique de l'œuvre vaut en soi son intérêt. Mais on peut aussi, et on peut tout en étant de ce parti pris, c'est le mien, se poser quand même quelques questions. Je vous en pose 2 ou 3. La première, elle est de savoir ce que MeToo a changé dans votre rapport à la critique. Parce que là, on dérive sur ce qui se passe sur les plateaux, ce qui se passe sur le cinéma. Mais dans votre rôle de critique, de journaliste critique, qu'est-ce que ça a changé ? Autrement dit, est-ce qu'à l'instar de ce qui s'est passé par exemple dans le sport et le journal L'Équipe, par exemple, qui a beaucoup traité frontalement la question, peut-être pas assez selon certains, est-ce qu'il y a reformulation de votre journalisme à l'aune de MeToo ? Et qu'est-ce que ça veut dire dans vos pratiques ? Y compris sur la façon dont, c'est une deuxième question, la façon dont se passent les tournages. Est-ce que vous vous intéressez maintenant à ce sujet ? Autre question qui n'a rien à voir. La quasi-totalité de votre rédaction avait quitté les cahiers du cinéma. De nouveaux actionnaires sont arrivés. Il n'y a a priori aucun lien, évidemment. Mais est-ce que vous avez réfléchi au niveau de la rédaction, M. Uzal, à forme de... Alors pour le coup, je vais défendre pour une fois l'idée d'une charte, mais à l'intention de vos actionnaires, de façon à ce qu'il n'y ait en aucune façon, en particulier dans les histoires qui mettent en cause des personnages du cinéma ou du métier, de prise de position de leur part, car ce sont aussi des personnes puissantes, vos actionnaires, en faveur de telle ou telle personnalité. Qui souhaite répondre, Monsieur Uzal ? Déjà, je peux répondre à cette dernière question. Oui, nous avons rédigé une charte, parce que lorsque nous sommes arrivés au cahier du cinéma en 2020, la direction avait changé, il y avait une vingtaine d'actionnaires. La rédaction précédente a en grande partie démissionné, inquiète de l'arrivée d'actionnaires. Nous avons beaucoup discuté avec ces actionnaires et nous avons rédigé ensemble, avec des avocats, une charte qui protège notre indépendance. Et cette charte a été absolument respectée depuis que nous sommes au cahier.
Est-ce que ça répond à votre question? Mais- Tout à fait, mais c'était la question du fait qu'il ne s'engage pas en parti pris en tant qu'actionnaire de votre journal en défense de quelques personnalités non trop sacrées ou autres. Monsieur Uzal, en réponse, Non, dans ce sens-là, non. Ces personnalités, de ce point de vue-là, font ce Madame qu'elles veulent, Audy. mais elles sont pas. Ce sont des actionnaires minoritaires, donc il n'y a pas. Madame Audy, sinon. Moi, je voudrais répondre à la première question par rapport à MeToo. D'abord parce que je suis une femme, la seule présente, et que de toute façon, donc je rappelle que comme les critiques femmes sont peu nombreuses, en minorité, et alors ce serait trop simple de dire male gaze, female gaze, c'est souvent plus compliqué que ça quand même quand on est critique, mais moi en tant que femme de toute façon, j'étais alertée. Je suis absolument persuadée de regarder les films différemment, même avant MeToo. Voilà. Et d'ailleurs, ça m'occurait souvent d'occasionner souvent des disputes assez sanglantes avec certains de mes collègues, pas seulement à Télérama d'ailleurs, mais dans d'autres journaux. Il faudrait que vous voyez, que cette cellule se déplace une fois au Festival de Cannes pour que vous vous rendiez compte. Non, mais je plaisante pas. Hein, pour que vous vous rendiez compte de ce qu'est encore la critique, les hommes et les femmes. Parce que comme le Festival de Cannes accentue tout, vous devriez assister à des disputes entre hommes et femmes critiques sur certains films, y compris problématiques à Cannes. C'est assez... Voilà, ça illustre bien certains sujets. Et MeToo, en tout cas, nous, dans notre journal, ça a changé beaucoup de choses. D'abord, on a soutenu Adèle Haenel absolument, de manière absolument radicale. Quand je me lève et je me casse, on a parlé de cette soirée de ces Césars comme un coup de tonnerre dans le paysage du cinéma français. La montée des marches des femmes à Cannes qui s'arrêtent au milieu des marches et qui nous regardent et qui se retournent en disant qu'elles ont fait que la moitié du chemin, etc. Tout ça, la signature des chartes de parité à Cannes et tout, c'est des choses que Télérama a suivies de A à Z. On a énormément écrit dessus. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'on écrit tout à l'aune de MeToo, mais en tous les cas, tout sujet qui puisse être, disons, sexué ou sur des sujets sentimentaux, par exemple. On va faire un sujet sur la comédie romantique. Plus jamais on écrira certaines choses sur la comédie romantique. On écrira un dossier sur la comédie romantique à l'aune de MeToo. C'est comme si il s'était passé quelque chose de... Ça ne peut plus s'oublier. Voilà, c'est comme ça. Donc ça, déjà, c'est une espèce d'ouverture de... Nous avons les yeux qui se sont dessillés, disons, définitivement. Voilà. Monsieur le rapporteur. Attendez, Vos questions sont très pertinentes. Moi, ce que je crois depuis MeToo, c'est que toutes les instances, et le CNC en premier, j'étais président d'Unifrance, vous avez reçu Daniela Elsner récemment, j'ai complètement soutenu Daniela dans sa démarche pour instaurer des règles de fonctionnement, surtout quand on voyage à l'étranger, pour qu'il y ait le respect des hommes envers les femmes et que dans les délégations, il n'y ait pas le moindre accident de parcours comme il y a pu en avoir par le passé. Puisque je rappelle que ça m'avait alerté, ça nous avait alerté avec Daniela. Tu viens de parler de l'affaire de Adèle Haenel. Quand ça s'est déclenché, j'ai appris en tant que président d'Unifrance qu'elle avait voyagé avec Unifrance au Japon pour la promotion d'un film, du film de Christophe Ruggia, sans s'être accompagnée par un tuteur ou une tutrice, ce qui est scandaleux et complètement mettait l'association Unifrance en grande difficulté. Donc on a réagi, comme vous l'avez fait, tout de suite, en la soutenant. Parce que, donc le CNC a mis en place, de façon très paritaire, des commissions, etc. Aujourd'hui, globalement, si le moindre incident d'ordre sexiste, une agression, etc., aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup plus les moyens de les repérer, de les empêcher, de les contrôler, de les dénoncer. J'en suis convaincu.
le CNC a fait un travail de mise à jour énorme avec toutes les associations parties prenantes et toutes les structures syndicales qui ont un rapport avec le CNC. C'est mon point de vue. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on voit qu'il y a eu une prise de conscience, qu'il y a eu des décisions. La question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que nous sommes sur un moment avec cette inertie qui mettra du temps, où la culture mettra du temps à changer, ou est-ce que ce moment est juste un moment passager et puis on va retourner en arrière? Nous, on espère qu'on va pouvoir accélérer et pouvoir transformer un certain nombre de choses. Et je reviens sur une citation de votre rédactrice en chef. L'époque a changé, nous aussi. La fabrique du rêve ne doit plus être une machine à broyer. Nous, on a vu ici, on a auditionné un certain nombre de personnes, et hier encore, un certain nombre de personnes qui ont été broyées par ce système. Je vais citer Francis Renaud, qu'on a vu ici, grand acteur, qui a fait des très beaux films. Adèle Haenel, que vous avez cité, qu'on n'a pas auditionné, mais dont tout le monde connaît l'histoire. Et Sarah Forestier. On a aussi vu hier un certain nombre d'actrices dites Anna Mougladis, voilà, dites bankable. Elles ont tenu, mais elles nous ont raconté, en réalité, leur parcours dans une machine à broyer. Et moi, je reviens sur ce sujet. Vous êtes critique de cinéma, vous êtes au plein cœur du métier. Est-ce que vous saviez tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui, vous semblez le dire, c'est un monde où il y a une hiérarchie très forte, etc. Donc vous n'êtes pas sans méconnaître ça. Et non, mais c'est pas une accusation. Moi, voilà, c'est juste une interrogation. Quel était votre niveau de compréhension de ces tensions, de ces parfois crimes sur des tournages, parce que parfois on est dans l'ordre du crime, et est-ce qu'aujourd'hui c'est un sujet que vous allez appréhender à la même hauteur qu'à un moment donné vous avez appréhendé et fait le choix d'avoir une appréhension esthétique des films? Et maintenant, est-ce que l'appréhension culturelle, politique, sociologique de ce monde, vous allez l'appréhender complètement et être en soutien de nos démarches et être en soutien de ce que nous faites? Mais Madame Odissino, je sais que vous avez fait une part du chemin. Voilà. Et la question... Je voudrais pas qu'il m'ait entendu. Je fais que ça. Voilà. Je vous ai quand j'ai synthétisé ce qu'est un tournage, et potentiellement donc ce tournage comme un lieu de pouvoir, de hiérarchie, etc. Ça, c'est ce que tout le monde, n'importe quel journaliste de cinéma et n'importe quel acteur au sens social du cinéma, c'est. De là à ce que nous, critiques ou journalistes de cinéma, on n'est pas au courant de certains abus au moment où ils se passent. Et le problème de l'omerta, c'est qu'on a beau être journaliste de cinéma ou critique de cinéma, et on a beau fréquenter de temps en temps, effectivement, ou de croiser dans des festivals où des actrices ou des jeunes acteurs, etc., eux-mêmes soumis à l'omerta. Parce que le courage de la prise de parole, on les a en face de nous, ils pourraient nous dire... Est-ce que vous savez ce que j'ai vécu lundi dernier sur tel tournage de machin? Mais ils ne nous le disent pas. Donc, bien sûr, ils ne nous disent pas forcément. S'ils nous le disent, alors là, on relaye, évidemment qu'on relaye. Mais ils ne nous le disent pas forcément. Parce que justement, ils ont peur qu'en nous le disant, et donc en rendant ça public, ils perdent leur carrière. Enfin, tout ça est un engrenage absolument incroyable. C'est cet engrenage du silence. Mais... on fait ce qu'on peut, nous, à notre échelle, justement, pour casser cet engrenage et faire en sorte que la parole advienne. Et quand elle advient, on la porte. Mais même cette parole-là, elle ne vient pas forcément toujours à nous. C'est ça, voilà. On ne se tait pas, on ne se tait pas. Souvent, certains se taisent alors qu'ils auraient l'opportunité de nous dire aussi. Voilà. Mais, excusez-moi, mais par exemple, quand vous êtes à Cannes ou dans les promotions, dans les hôtels, avec les actrices et les acteurs qui vous reçoivent un par un pour faire des déclarations. Est-ce que, par exemple, vous leur posez la question, tout simplement, ça s'est bien passé ce film, ce tournage? Bon, mais alors, elles ne disent rien. Enfin, vous savez, chez nous, alors peut-être qu'on est... non, mais
Elles peuvent. Est-ce qu'elles vous l'ont jamais dit? Est-ce qu'il y a jamais une actrice qui vous a dit bah non, ça s'est très mal passé et je vais te raconter l'histoire? Je trouve ça très étonnant quand même. La plupart du temps, ça se passe bien. Hein. La plupart du temps, ça se passe bien. Il ne faut pas faire du cinéma non plus une espèce de zone sans loi, sans règles, sans courtoisie, Il y a quand même ce qui unit les gens sur un tournage. C'est quand même cette idée de faire le plus beau film possible et d'y contribuer, quel que soit. Guillemette l'a dit, il y a une hiérarchie, mais cette hiérarchie, elle ne dure que 6 ou 8 semaines. Un réalisateur a du pouvoir pendant 8 semaines. Le reste du temps, il passe 2 ans à écrire, à attendre son financement, il galère, ou il ou elle d'ailleurs, parce qu'on dit toujours il, mais il y a beaucoup de femmes qui font des films et c'est une très bonne chose. Mais la plupart du temps, ça se passe bien. Et quand elles viennent, ou ils viennent à Cannes, d'abord, c'est la fierté d'être à Cannes. C'est... vous voyez, les gens, ils sont en bande, il y a tout le monde, là, ils se congratulent. Il y a ce moment de gloire qui est partagé. C'est ça, le cinéma. Et puis, voilà. Et nous, moi, je ne vais pas dans les chambres d'hôtel à Cannes pour voir comment ça se passe entre l'actrice et la presse, l'actrice et son attaché de presse, le metteur en scène, le producteur. Franchement, ce n'est pas notre job, quoi. Alors, il y avait Sarah Legrain et Pouria Mirchahi. Sarah Legrain. Merci, Madame la Présidente. Bon, c'est un peu difficile de trouver la façon de poser les questions. Enfin, moi, j'ai une forme un peu de sidération en entendant certains de vos propos. Et du coup, je ne veux pas que ce soit un procès non plus, mais je vais essayer de comprendre, au fond, qu'est-ce qui a changé dans le regard et qu'est-ce qui n'a toujours pas changé. Vous dites, Monsieur Toubiana, que les cahiers du cinéma ne sont pas une revue People. Et n'était pas une revue People, et que donc il n'était pas possible de savoir ce qui se passait entre Judith Godrèche et Benoît Jacot. Mais vous mentionnez par ailleurs que le cinéma est un monde d'entre-soi, et j'ai envie de vous poser la question, enfin, dans vos interconnaissances, dans l'entre-soi que vous formiez, est-ce que vous ne saviez vraiment pas les relations entre Benoît Jacot et Judith Godrèche? Est-ce qu'il ne vous arrivait pas de les rencontrer, de les voir? Et si c'est le cas, je ne veux pas faire le procès d'une époque passée, mais quel regard aujourd'hui? Peut-être qu'elle a besoin de l'entendre et que le monde du cinéma a besoin de l'entendre, parce que vous êtes une figure pour le monde du cinéma. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui, maintenant, sur cette relation? Est-ce que vous pouvez savoir dessus? Et je vais prolonger, parce qu'on parle beaucoup des liens entre... et de la distinction entre les auteurs et les œuvres. Mais est-ce que ce regard aussi change sur les œuvres? Et vous avez écrit, Monsieur Uzal, assez récemment dans les cahiers du cinéma, il est temps de questionner cette obstination à s'en tenir strictement à l'œuvre. L'exemple de la désenchantée de Benoît Jacot est particulièrement éloquent. Qu'est-ce qui nous a tant plu dans ce film au cahier de l'époque? La célébration de l'adolescence, de sa liberté, y compris sexuelle. Ce que dénonce aujourd'hui Judith Godrèche traduit l'exact contraire de ce qui avait été perçu dans le film, une prédation. Donc cette reconnaissance-là, est-ce que quand vous voyez ce film aujourd'hui, est-ce que vous vous dites encore que ces images-là, que cette représentation-là de la femme, de la jeune fille, c'est une note de la liberté sexuelle? Et si oui, la liberté sexuelle de qui? Et pour moi, la question de votre regard et du regard que vous portez actuellement, et c'est pour ça, Monsieur Toubiana, que je ne peux pas m'empêcher, et la présidente l'a fait aussi, de souligner le fait que, encore récemment, vous intervenez dans une expression collective de défense à Gérard Depardieu, et vous venez de nous dire là que vous ne saviez pas, que vous ne pouvez pas savoir parce que vous n'êtes pas juge, qu'il paraît qu'il a eu des mains ici ou là, donc pour vous préciser, les mains ici ou là, en fait, techniquement, sans avoir besoin d'être juge, quand on est un peu formé, on sait qu'à certains endroits, les mains, ce sont des agressions sexuelles, pénalement répréhensibles, donc on n'est pas en état, nous, de dire si les faits ont eu lieu, mais par contre de qualifier des témoignages, c'est-à-dire de dire, ces témoignages, si jamais ça a eu lieu, et c'est à la justice de le dire, mais ce témoignage-là, il relève d'une agression sexuelle, s'il a eu lieu, il ne relève pas de quelque chose d'indécent même, il relève de quelque chose de pénal, en fait. Et est-ce que vous ne pensez pas que vous devez aussi au monde du cinéma, y compris là, d'avoir une parole du fait de ce que vous représentez pour le monde du cinéma, sur ce que ça vous apprend aussi, sur les relations de domination homme-femme, et c'est une question politique aussi, puisque vous avez été autant accusé apparemment de faire de la politique avec le cahier du cinéma. Et la question de l'analyse des relations hommes-femmes et des dominations hommes-femmes, c'est une question politique. Et c'est une question politique aussi, d'ailleurs, de gauche.
Et il y a peut-être, le monde de la gauche peut-être, et le monde du cinéma a besoin d'entendre votre propos là-dessus. Et quand je vous entends dire ici qu'en Depardieu, vous avez vu un homme à terre, au moment où vous avez des femmes qui sont en train de témoigner de leur vie brisée, alors vous ne pouvez ne pas être juge, mais vous êtes responsable de mots que vous employez quand vous dites « c'est un homme à terre ». En quoi il est à terre? Qu'est-ce qui le rend à terre, lui, à ce moment-là, davantage que les femmes qui témoignent de vies qui ont été broyées et de carrières qui ont été broyées? Même du point de vue des artistes, en fait, même du point de vue de l'art. Combien de carrières de femmes broyées, combien de génies féminins et de monstres sacrés au féminin on n'a pas vu? Parce qu'un monstre sacré au masculin leur est passé dessus, si vous me passez l'expression, a détruit leur carrière. Et voilà, je le dis, enfin, je sais que c'est pas tout à fait une question, mais en fait, c'est pour vous dire aussi que ça ne peut pas suffire de dire c'était une autre époque, il faut nous dire à quel point votre regard a changé maintenant, et si vous avez quelque chose à dire au monde du cinéma, à la gauche aussi, qui a beaucoup lu, qui lit beaucoup les cahiers du cinéma, et pour qui la Cinémathèque est aussi un lieu important, et aussi aux femmes. Et peut-être d'ailleurs d'abord aux femmes qui ont parlé récemment. Je vais vous Monsieur répondre très Toubienne. concrètement, parce que votre question est très large. Mais sur La Désenchantée, j'ouvre le cahier du cinéma, je suis rédacteur en chef. Je vous ai cité un extrait de l'éditorial, je ne vais pas m'appesantir. Et il y a voilà, une photo, un titre, Comme un torrent, un texte de Thierry Jousse, qui était rédacteur en chef adjoint, très élogieux sur le film, avec toujours Judith Godrèche en photo, et puis, ce qui ne se faisait jamais au cahier, entretien avec Judith Godrèche et Benoît Jacot, 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, 6 pages d'entretien, très long entretien. Et on voit qui, en photo, Judith Godrèche et Benoît Jacot au cahier du cinéma. C'est-à-dire qu'à l'époque, on a aimé ce film, j'ai aimé ce film, Thierry Jousse a aimé ce film, on a choisi ce film, on le met en couverture et on le crédite autant au metteur en scène qu'à l'actrice. C'est-à-dire qu'on pense, et peut-être qu'on s'est trompé, mais à l'époque, c'était mon regard, notre regard, qu'elle est partie prenante du film, plus comme une jeune actrice pleine de talent et de vitalité, d'élan, et en même temps, elle est quasiment co-autrice du film. Bon, on ne faisait jamais ça. C'est pour vous dire à quel point on considère, dans notre regard d'époque, ça remonte à... On est en 1990, 34 ans. C'est pour vous dire que la considération pour une actrice, pour une jeune actrice, va au-delà du fait qu'elle a du talent ou qu'on la reconnaît. C'est qu'on lui donne la parole. Et elle s'exprime dans les cahiers du cinéma, presque à égalité avec son metteur en scène. Je ne peux pas aller plus loin dans la description de la relation, parce que je ne la connais pas. Je ne connais pas la relation intime privée, parce que ça n'entre pas dans mon champ d'investigation. Non, mais attendez. Non. Bien sûr que je savais. J'ai dîné. Ils sont venus dîner chez moi. Tous les Donc deux. vous saviez alors la nature de leur relation. Voilà, ils sont venus dîner un soir chez moi. Donc... Et je peux vous dire, c'est un témoignage, donc ça fait très longtemps. Dans ma cuisine, je vivais avec une femme merveilleuse qui malheureusement est décédée, Emmanuelle Bernem, qui avait fait la cuisine. Il y avait Emmanuelle Bernem, ma femme, décédée en 2017, moi-même, Benoît Jacot, Judith Godrèche et Serge Danet. Voilà. Un dîner, un privé, si vous voulez. Donc vous saviez la nature de leur relation? Comment? Monsieur Toubienne, vous saviez la nature de leur relation. Donc en fait, la question, c'est comment valoriser le fait qu'une adolescente soit comme ça, dans une relation avec un homme plus âgé qu'elle, qui a tout pouvoir sur elle, La présidente, on est en 90, époque, on n'était sans doute pas bon. Si j'étais née. On ne jugeait pas. On ne jugeait pas les relations privées. Ça ne nous regardait pas. Maintenant. Ah non, évidemment. Du coup, dites-le. Évidemment que je Monsieur serais Toubienne. beaucoup plus vigilant. Évidemment que je serais beaucoup plus vigilant parce que on a beaucoup plus de conscience de ce qu'est l'égalité entre les hommes et les femmes, le respect des personnes. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je vais aller me précipiter au commissariat du coin pour dénoncer qui que ce soit
qui aurait des pratiques qui ne me sembleraient pas conformes à l'équité, au respect des personnes, etc. etc. Non, mais en fait, Voilà. la mais question, mais c'est à l'époque, je vous le dis, madame, on ne jugeait pas. C'était bon, il y avait les gens s'assemblaient. Mais à l'époque, il y avait déjà une majorité sexuelle quand même. Et non, mais ça existait déjà. Et moi, je voudrais juste dire qu'il y a quand même ce phénomène qu'on retrouve vraiment beaucoup dans nos auditions, qui est ce que je pourrais qualifier du syndrome de l'ogre. C'est-à-dire qu'en fait, l'ogre a une actrice jeune, belle, qu'il dévore et qu'il met dans son lit. Et en fait, c'est vraiment les contes de l'ogre. Et que dans cette relation à la fois toxique et destructrice, naît la création. Et en fait, c'est cela que dans les années 90, il n'y ait pas eu de regard critique sur ce phénomène, soit aujourd'hui, dans les conditions actuelles. Reconnaissons-le. Et Dernier Tango à Paris, qu'est-ce qu'autre que ça, en réalité? C'est-à-dire cette espèce de toxicité dans lequel naît la destruction créatrice. Et les témoignages des actrices qui sont venues hier disent à quel point on est encore là-dedans. On est encore là-dedans. Madame Odissino et après Monsieur Pourrier, Amir Rachaï. Oui, je suis complètement d'accord. On est encore là-dedans parce que il y a une autre expression qui va au-delà de la politique des auteurs qu'on entend encore partout dans le milieu du cinéma. C'est le cinéma, c'est une question de désir. Ouh là là. Alors là, quand on entend ça, warning. Une question de désir, donc évidemment c'est bien plus pratique quand le cinéaste désire son actrice, et alors qu'en plus elle est sous son emprise, alors ça c'est super. Donc ça c'est vrai que cette notion du désir, il va vraiment falloir en fait déplacer même la définition même de ce qu'est le cinéma. C'est pas du tout, la question n'est pas de plus en faire un art, mais il va falloir que ce soit un métier avec vraiment des règles précises et pas une question de désir, parce que la question du désir, c'est que du lit au plateau de cinéma et inversement, il n'y a plus de frontières, il n'y a pas de règles, et effectivement, il y a ces problèmes d'ogre avec de très, très jeunes actrices, etc. Et sur le fait que vous disiez, est-ce que ça va changer doucement, est-ce que ça va reculer ? En tous les cas, c'est vrai que la projection sans aucune sécurité autour, sans aucun débat, sans aucun contexte du Dernier Tango à Paris à la Cinémathèque, mais alors ça, c'est éberluant. Voilà. C'est éberluant. Parce que bien sûr que c'est un moment du cinéma. Enfin, quand on voit comment ça a été présenté sur leur site, mais effectivement, ça peut être vu comme un moment du cinéma, ça peut même être vu comme un objet quasiment sociologique par rapport à l'époque et par rapport au sujet qu'on traite, mais encadrer ça, ce serait passionnant avec un débat, avec les propos de Maria Schneider, ou carrément une double projection avec le film de Jessica Pallu, enfin, quelque chose autour de ça. Le balancer dans la nature comme ça, juste comme un chef-d'œuvre du cinéma, en plus avec des propos du genre témoin de la liberté sexuelle de l'époque, pareil, ce même genre de propos, ça, effectivement, aujourd'hui, c'est au-delà du réel. Enfin, en tout cas, je pense. Monsieur le rapporteur. Moi, je rebondis sur ce que vous dites parce que ça me semble important d'avoir ce changement de paradigme. Et je juge personne. Qu'on ait, dans les années 90, pas totalement vu. Bon, j'étais jeune dans les années 90 et j'ai vu ces films, moi aussi. Voilà. Bon. Par contre, aujourd'hui, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment le milieu de la critique et le milieu du cinéma ne fassent pas alors, je viens de vous entendre vos propos, donc je vois bien que vous êtes sur cette idée de faire le pas de côté. Mais comment, justement, maintenant, l'analyse, je reviens à cette idée, l'analyse sociologique des films, l'analyse de la façon dont ils sont faits, l'analyse du milieu, l'analyse de pourquoi aujourd'hui on a encore des auteurs qui fonctionnent comme dans les années 80, tout ça sont des sujets qu'il faut traiter et qu'il faut mettre sur la table. Et c'est presque une politique publique à mettre en ordre. C'est-à-dire que la Cinémathèque doit faire ce que vous dites, avec des doubles projections, en expliquant et en élevant le niveau de conscience sur ce problème. Parce que ce qui nous a été révélé hier, c'est pas tant la question il y a la question des violences sexistes et sexuelles. Mais moi, ce qui m'a choqué aussi, c'est la question de la violence des tournages et la question de l'exonération à toutes les règles de sécurité, à toute l'exonération du code du travail.
Tout ça, c'est des sujets, je pense qu'il faut le dire, parce que ça veut dire quelque chose. Et on doit avoir des films aujourd'hui qui disent ça, et ces films, ils doivent avoir une critique peut-être positive ou négative, suivant la qualité cinématographique. Mais je crois qu'il faut qu'on fasse ce changement, sinon on ne s'en sortira pas. Et le cinéma, pour conclure, Madame la Présidente, a aussi ce rôle de prescription, parce que les gens vont au cinéma. Le cinéma dit des choses aux gens, et le cinéma permet de passer des messages. Et moi, c'est ce que j'attends, parce que j'aime le cinéma, justement. Alors, je vous passe la parole. Je précise quand même que Dernier Tango à Paris était passé par la Cinémathèque en l'honneur de Marlon Brando. Enfin, je le repose quand même parce que c'est un fait qui me semble quand même devoir être posé. Monsieur Pouria Amir Chahi qui avait une question proche et après Monsieur Uzal qui voudrait répondre. Oui, c'est dans le prolongement de la question du rapporteur. Et pour tout dire, je reformule ma question de tout à l'heure sur aujourd'hui. Madame Odissino, vous m'avez éclairé sur votre point de vue. Monsieur Uzal, pas assez selon moi. Donc, je reviens vers vous en partant de la question de la présidente tout à l'heure, qui parlait du génie créatif qui excuse tout. On a assisté à des auditions qui montrent quand même à quel point la théorie de la création dans son naturel, parfois le plus bestial, je vais vite, qui accepterait toutes les violences, des scènes par exemple, qui violentent la femme, et pas que de sexe. Le rapporteur a parlé tout à l'heure de scènes de violence en général. Qu'on laisse faire, parce qu'on estime que dans cette situation où la femme n'est pas prévenue, la scène n'en sera que plus sublimée. Ce sont quand même là, du point de vue de votre travail de critique de l'œuvre, c'est pour ça que je vous interrogeais sur la reformulation de votre travail, l'éthique de votre profession, de quelle façon elle est aujourd'hui percutée dans son écriture, dans son regard sur des œuvres. Est-ce qu'aujourd'hui, on estime que quelque chose de beau ne vaut que parce qu'il a été instinctif? Auquel cas, ça pose un vrai sujet sur notre rapport à l'œuvre. Monsieur Uzal. Oui, merci. Là, vous posez une question absolument fondamentale que disait un peu ce texte que vous avez cité, madame, puisque si je dis qu'à l'époque, on avait célébré l'adolescence, la liberté, y compris sexuelle, c'est pour dire précisément qu'aujourd'hui, on serait incapable de faire ça. Enfin, on ne verra plus du tout ça. Moi, j'ai l'âge de Judith Godrèche. Quand je l'ai entendu témoigner, ça m'a bouleversé. Donc, j'étais... voilà. Ensuite, dans un second temps, ce que vous dites, c'est précisément ce que je disais tout à l'heure, en déplaçant un tout petit peu la question de la sacralisation de l'auteur, qui est la sacralisation d'un certain type de geste, c'est-à-dire de croire que pour obtenir quelque chose dans un plan, tout est possible, y compris d'humilier les acteurs. Donc il y a eu ça, dans toute l'histoire du cinéma, ça a existé. C'est une sorte de... Et c'est pas majoritaire, mais des cas qu'on connaissait et que la critique ou l'histoire du cinéma admettait comme quelque chose faisant partie du cinéma, comme un geste nécessaire, une sorte de cruauté nécessaire pour que quelque chose advienne dans le plan. Je crois que ça, à votre question, est-ce que MeToo a changé quelque chose en vous? Fondamentalement, oui. Je pense qu'il y a des choses que jeune cinéphile qui me semblaient naturelles, faisant partie du cinéma, de la création cinématographique, qui aujourd'hui me paraissent odieuses. Donc oui, en ce sens, et je pense que c'est le cas aussi pour de nouvelles générations, parce que quand vous demandiez tout à l'heure ce qu'on faisait, dans la revue, on a fait quand même des tables rondes avec le collectif 50-50, avec des femmes productrices, on a fait tout un numéro qui a été composé par les rédactrices des Cahiers du cinéma, on a fait quand même beaucoup de choses. Récemment, une table ronde avec des étudiants tous nés après l'an 2000, pour leur poser notamment des questions sur leur façon de voir les films aujourd'hui, de considérer ces questions-là, parce que je pense que je crois que les jeunes gens ont aujourd'hui des choses à dire que moi-même je serais incapable de dire ou de voir. Donc il y a une ouverture à de nouveaux regards. Et ça, c'est absolument essentiel pour nous, enfin, d'être tourné vers une revue qui serait tournée vers le futur plutôt que vers son propre passé. Voilà ce que je peux répondre. Merci. Vous vouliez compléter? Non, Madame je reprends juste par rapport au Dernier Tango à Paris, ou certains films, effectivement, avec Judith Godrèche, ou, mon Dieu, le film avec Adèle Haenel quand elle avait 12 ans. En fait, il y a des films, c'est absolument impossible de les revoir parce que en fait le crime est à l'écran.
en plus. Voilà. Le crime est à l'écran. Donc on ne peut pas dire « Ah, c'est beau, et puis voilà ». Non, le crime est à l'écran. Y compris dans certaines scènes dont on voit que l'actrice a forcément été maltraitée pour obtenir un moment d'émotion, qu'elle a vraiment été giflée, qu'elle a vraiment... Bien. Donc tout ça, quand le crime est à l'écran, c'est vraiment... Après, il y a ces films où le crime, il est dans les coulisses. Où il se passe, où à l'écran, on voit même une bête comédie... très potache, etc., mais qui s'est passé des violences ou du harcèlement ou sur le tournage. Ça, c'est plus compliqué. Ça, c'est aller à chaque fois se demander si tel film, voilà. Mais imaginez, qu'il y ait eu des violences, moi je sais pas, sur la flûte à six schtroumpfs, ça vient pas. Non, mais voyez, ça vient pas à l'esprit immédiatement. Voyez, donc ça nous met dans des positions quasiment de reporters politiques qui ne sont pas au départ non, mais en revanche, les films où le crime se voit à l'écran, c'est plus possible. Ça, c'est niette. Ça, il faut le condamner d'emblée. Voilà. Et ne pas le montrer comme un grand chef-d'œuvre du cinéma sans l'accompagner de quoi que ce soit. Voilà. Mais le crime continue de se voir à l'écran. Vraiment, Anna Mouglalis, par exemple, nous a dépeint une scène que moi j'ai trouvée extrêmement intéressante, où, la manière dont elle en parlait, pas de la scène, évidemment pas de la scène d'ailleurs, mais où elle disait, bon ben voilà, il y avait une scène de nu, je sais plus, elle était évidemment sur le corps donc c'était une scène d'amour, elle était sur le corps de l'homme, et elle a demandé à ce que la caméra ne filme pas son sexe. Et la caméra a non seulement filmé son sexe, mais en plus, ça n'a pas été coupé au montage malgré ses demandes. Et derrière, ça a été même mis dans la bande-annonce. Quel est le degré d'humiliation de cela, en fait? Quel est le degré d'humiliation de cela? Et c'est en cela que nos paroles sont fortes, parce qu'il est temps de rompre avec ça. Il est temps d'arrêter avec cela. Et il est temps d'arrêter avec toute la mise en valeur de cela. Et en fait, c'est là que vous avez un rôle, et j'entends qu'il n'est pas, en monopole, c'est-à-dire que vous n'êtes pas les seuls, mais évidemment que vous avez un rôle à jouer là-dedans. Et vraiment, cela ne doit plus se passer. Qu'une femme qui ne veuille pas montrer son sexe se retrouve avec son sexe dans la bande-annonce, ça n'est pas possible. Vraiment. Et que vous, en tant que critique du cinéma, vous ne soyez pas en mesure de pointer cela, alors cela, ça n'est pas possible non plus. Et vraiment, je crois qu'il faut passer à une autre époque sur les regards du cinéma. Et permettez, pardon que je le dise comme ça, parce qu'évidemment, ça n'est pas une leçon de morale, mais c'est compte tenu de ce que nous avons entendu, il faut que vous entendiez aussi que la souffrance est bien trop grande pour quelque chose qui relève juste de l'art, en réalité. Évidemment de l'art, absolument de l'art, mais juste de l'art. Voilà. Vous avez raison, Madame la Présidente. Ce que je voudrais dire, c'est que, pour dire une banalité, c'est que les critiques, je n'en suis plus, mais je l'ai été, et j'en garde un très bon souvenir, c'est que mes deux collègues, on intervient au tout dernier moment de la chaîne, quoi. On est ceux qui venons découvrir un film en projection privée, dans un festival, l'œuvre est finie, le générique est terminé. Et qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que les producteurs ou les réalisateurs attendent de la critique, de Télérama, des Cahiers du cinéma, de Monde, de Les Inrecuptibles, Libération, Le Figaro, etc. C'est la meilleure critique possible. C'est tout. C'est tout banal. Je redis des banalités, mais c'est vrai. On intervient une fois que tout le processus créatif de production, de conflit, de douleur, d'attente, d'impatience, d'espoir, parce que les acteurs, les actrices, ils n'attendent qu'une chose, c'est d'être choisis. Alors, tu veux pas employer le mot désir, mais bon, on va le gommer, mais il faut trouver un autre mot. Tous les acteurs et actrices que je connais n'attendent qu'une chose, c'est d'être choisis pour faire le rôle, quoi. Et c'est souvent, il y a de la rivalité. Bon. Nous, on vient au dernier moment et on porte un regard sur, voilà. Et je suis d'accord avec vous que ce regard, et ça vous répond aussi, monsieur, ce regard change aujourd'hui. Il ne peut pas ne pas changer. Tout simplement parce que l'évolution, les prises de conscience, les cris, les douleurs, on en est tous conscients, on les voit, on les comprend, on les partage. Je vous réponds aussi, on les partage, bien sûr.
Alors, il ne faut pas signer de texte en soutien d'un acteur qui est mis en cause par plusieurs actrices et par plusieurs femmes du monde du cinéma. Je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs, pour cette audition. Et si vous avez des éléments complémentaires à nous apporter, nous sommes évidemment à votre disposition par écrit. Si vous souhaitez être réauditionné, vous pouvez aussi le demander, même si évidemment nos créneaux commencent à devenir rares. Et nous permettrons de revenir vers vous si nous avons des questions complémentaires. Merci à vous. Merci. Merci.